bonjour à tous. Je partage mon écran, je ne sais pas si vous le voyez, parce que j'ai préparé des slides. Vous les voyez? Oui, très bien. Euh, donc, merci au CERCES pour cette invitation. Donc, effectivement, j'interviens à la demande d'Alexandre Rambaud. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de comptabilité, enfin, je connais un petit peu, mais vraiment, voilà, ce n'est pas ma spécialité. Donc, il m'a demandé en fait de faire une intervention pour revenir un petit peu sur la trajectoire d'Emmanuel Faber et notamment, j'avais écrit une chronique parce que je suis chroniqueur dans Alternatives économiques en mars 2021, au moment où il a été donc évincé de son poste de PDG du groupe Danone. Et donc, c'est sur cet épisode que je voudrais revenir pour peut-être jeter une lumière un petit peu différente sur l'image publique qui est la sienne et voilà, cet événement. Alors, comme vous le savez tous, Emmanuel Faber est souvent considéré dans les médias, dans un certain nombre de milieux, comme une icône de l'entreprise responsable. Alors, il a une carrière déjà maintenant relativement longue. Il a 58 ans. En fait, après des études à HEC, il a commencé un métier de consultant chez Bain, puis il est devenu spécialiste de la finance. Il est rentré chez Danone assez tôt, en 97. Et dès 92, en fait, il avait publié un pamphlet contre la finance qui s'appelait Main basse sur la cité. Bon, voilà donc l'image d'Emmanuel Faber que vous connaissez forcément parce que c'est un personnage très, très public, très connu. Alors pourquoi il est devenu en fait une icône de l'entreprise responsable? Pour différents événements, bien avant sa nomination en fait. Donc il était très engagé sur un certain nombre de sujets. Et alors qu'il était devenu directeur financier de Danone, il introduit notamment Mohamed Younous à Franck Ribou, qui était le PDG de Danone à l'époque en 2004. Et ça va conduire à la fondation de la Grameen Danone Foods au Bangladesh en 2006, qui est cette coentreprise qui distribue des produits laitiers aux populations pauvres. Et alors vraiment, c'est le cas typique qui est repris dans à peu près tous les articles de la Harvard Business Review. On est souvent, lorsqu'on parle d'innovation sociale, de RSE, c'est souvent un cas emblématique et qui est mis en avant au plan international. Alors, je vais vite dans le temps. Il est nommé directeur général de Danone en remplacement de Franck Ribou en 2014. Et puis, en 2017, il est nommé PDG, c'est-à-dire qu'il est à la fois président et directeur général du groupe. Et donc, il va rester pendant 4 ans comme PDG de Danone, donc en cumulant ces deux fonctions, ce qui est une anomalie française. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, dans les codes de bonne gouvernance anglo-saxons, on recommande en général de séparer les fonctions de président et de directeur général. En revanche, en France, notamment dans les entreprises du CAC 40, la plupart des dirigeants cumulent ces deux fonctions, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Alors, l'un des fils de gloire d'Emmanuel Faber est d'avoir transformé Danone en entreprise à mission. Alors, je vous rappelle, c'est un statut particulier qui a été introduit dans le cadre de la loi Pacte. Et c'est la première entreprise du CAC 40 donc, à se doter d'une mission environnementale et sociale en juin 2020 et d'une raison d'être. Alors, la raison d'être, c'est apporter la santé au plus grand nombre. Alors non, ce n'est pas la raison, c'est la santé, pardon, j'essaie de retrouver, non, la santé par l'alimentation, excusez-moi, de l'erreur, au plus grand nombre. Et donc, l'entreprise se dote d'une mission avec des objectifs donc, sociaux et environnementaux ambitieux, développer un portefeuille de produits sains, promouvoir une agriculture régénératrice, développer l'innovation sociale, développer une politique inclusive pour ses salariés et ses sous-traitants. Donc, à ce moment-là, évidemment, tout le monde applaudit. Ce statut d'entreprise à mission est adopté par l'Assemblée générale des actionnaires
en 2020 donc, à 99%. Donc, voilà, tout le monde dit c'est formidable. Voilà enfin une grande entreprise qui s'engage dans une transition sociale et environnementale ambitieuse et de façon résolue. Bon, voilà. Donc ça, c'est la montée de, on va dire, d'Emmanuel Faber au Capitole, pour utiliser cette image antique. Alors justement, vous connaissez cette expression, la roche tarpéienne est proche du Capitole. Donc le Capitole, c'était le lieu le plus sacré à Rome, où s'élevait sur une colline, l'une des 7 collines de Rome, le temple de Jupiter. Et c'était un symbole de puissance et d'honneur. Et lorsqu'un général remportait une grande victoire, il était autorisé à conduire son char jusqu'au temple de Jupiter. Mais sur cette colline, en fait, sur l'autre versant, se trouvait la roche tarpéienne, et c'est là où, en fait, on précipitait les condamnés à mort dans le vide. Et donc, cette expression symbolise, si vous voulez, la déchéance brutale, c'est-à-dire vous montez au sommet et peu de temps après, vous êtes brutalement déchu, ce qui est quelque chose qu'ont connu un certain nombre de dirigeants récemment, évidemment Carlos Ghosn au premier titre. Alors, je vais essayer de revenir brièvement sur les épisodes que vous connaissez. Donc, en fait, Emmanuel Faber est démis de ses fonctions de directeur général par le conseil d'administration de Danone le 1er mars 2021 et il est licencié le 14 mars. Alors, comment expliquer cette éviction? Alors, je vais essayer de rappeler les faits, vous les avez peut-être en tête ou peut-être pas. Je vais d'abord essayer de rappeler la façon dont la presse a rendu compte de cette éviction. Donc, le compte-rendu des faits dans la presse. Alors, en fait, ce qui a été beaucoup mis en avant, c'est l'intervention de 2 fonds activistes qui sont souvent présentés comme les méchants. Donc là, c'est des fonds activistes très minoritaires qui avaient quelques pourcents du capital de Danone, qui est un capital très dispersé. Donc, Bluebell Capital et Artisan Partners font campagne pour demander le départ d'Emmanuel Faber. Alors, quels sont leurs arguments? Il y en a 3. Le premier argument, c'est un argument assez classique, c'est de dire les performances financières de l'entreprise, donc en termes de marge, de croissance, de rentabilité, sont jugées insuffisantes par rapport à ses principaux concurrents, Unilever, Nestlé notamment. Et donc, ces performances médiocres se sont traduites en 2020, donc je vous rappelle, c'est en plein milieu de la pandémie, par un recul du cours de bourse de 25%. Et par ailleurs, il milite pour l'adoption de règles de bonne gouvernance, c'est-à-dire pour la séparation des fonctions de président et de directeur général. Voilà, il considère qu'en fait, Emmanuel Faber concentre trop de pouvoir au sein de l'entreprise. Alors vous me direz, s'ils ont une part du capital aussi faible, comment sont-ils arrivés à obtenir le départ du PDG? Ça paraît un peu étrange. Alors, ce qui est avancé dans la presse aussi, c'est de dire oui, mais en fait, les administrateurs étaient sous pression parce qu'un tiers devait être renouvelé lors de la prochaine Assemblée générale qui avait lieu quelques semaines plus tard. Donc, malgré le soutien des syndicats de l'entreprise, Emmanuel Faber est sacrifié, comme je vous l'avais indiqué. Alors, tout ça, en fait, produit un tollé dans la presse, dans les milieux politiques et les milieux engagés. Donc, il y a toute une série de personnalités en vue qui, notamment autour des questions de soutenabilité, qui signent des tribunes, etc. Et on met en avant toute une série de décisions qu'il avait prises, en particulier il avait renoncé à son contrat de travail et à la retraite qui allait avec, etc. Donc on dit, voyez, on voit bien que ce n'est pas un dirigeant cupide comme d'autres et qu'il est très engagé sur des questions sociales et environnementales. Donc il était présenté un petit peu comme un chevalier blanc. Et donc, en apparence, cette crise et cette éviction, ce n'est rien d'autre finalement qu'une nouvelle illustration du conflit entre les actionnaires et les managers, et du primat de la logique financière de court terme sur les engagements sociétaux de long terme. Voilà, donc c'est souvent comme ça que ça a été présenté. Alors, en fait, ce que j'avais fait au moment de cette affaire, c'est que j'avais essayé de regarder un petit peu d'autres sources. Il y a aussi quelques articles qui ont creusé un petit peu, qui ont aussi
il y a eu des interviews de cadres en interne, et on peut avoir une lecture tout à fait différente de l'événement. Et c'est celle-ci que je voudrais vous présenter brièvement. Donc, c'est l'affaire, mais vue de l'intérieur de l'entreprise, hein, non pas par l'extérieur, par les parties prenantes, mais par les salariés. Alors, premier point, ce que disent beaucoup de gens, c'est que d'abord, l'engagement sociétal de Danone ne date pas de Faber. Ça, tout le monde le sait. Comme le disait un cadre de l'entreprise de façon anonyme, l'entreprise à mission découle de 50 ans d'histoire de Danone, et donc il faut arrêter l'intox, hein. Donc, ce n'est pas Emmanuel Faber qui a transformé Danone en une entreprise vertueuse, c'est une entreprise qui a une très longue histoire avec un engagement très très fort. Et c'est d'ailleurs vraiment une figure de proue d'un capitalisme social. Alors, vous rappelez peut-être que, notamment, à l'époque, Antoine Riboud, qui était le PDG, le fondateur du groupe Danone, avait formulé lors des assises du CNPF, vous pouvez le télécharger d'ailleurs en ligne sur le web, en 72, un double projet économique et social où il y avait véritablement en fait un projet tout à fait ambitieux. Riboud, qu'on retrouve à différents épisodes dans le temps, en particulier, il y a eu cette commande du Premier ministre où il produit ce livre, ce rapport qui est transformé en livre, qui s'appelle « Modernisation mode d'emploi », hein, où il propose un réformisme, mais un réformisme social. Et ce projet a été donc ensuite approfondi par son fils, Franck Riboud, qui a été PDG de 1996 à 2014 et qui reste président d'honneur du groupe. Bon, donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein. On présente souvent Faber comme celui qui est allé plus loin. En fait, ça s'inscrit vraiment dans une continuité. D'autres acteurs de l'entreprise pointent que certains éléments de son parcours sont en décalage avec son image publique. Comme je l'indiquais au début, il a été consultant, il a été financier, et il y a toute une série d'engagements qui sont un petit peu contradictoires avec ce qu'il a fait par la suite. Par exemple, il a été membre du conseil d'administration pendant 8 ans de Ryanair. On ne peut pas dire qu'il soit une entreprise réputée d'un point de vue social, hein. C'est au contraire, elle est réputée par sa politique sociale au rabais. Voilà. Et puis surtout, le point qui est intéressant, et je pense que ça, il faut le souligner, c'est que, en fait, ce qui était contesté, c'était sa gestion opérationnelle. Et là, je voudrais vous rappeler un certain nombre de faits qui ont été relevés dans certains médias, pas par tous, mais qui sont avérés. C'est toute une série de cadres et d'acteurs internes ont critiqué un management autoritaire qui tranchait avec celui de son prédécesseur, Franck Riboud, qui était beaucoup plus ouvert et participatif. D'ailleurs, ça s'était traduit par la démission d'un certain nombre de cadres dirigeants de l'entreprise qui étaient respectés et qui étaient donc en désaccord avec la politique d'Emmanuel Faber. Il avait mis en place des réorganisations qui avaient épuisé le personnel, donc il y avait des enquêtes et toute une série d'éléments qui étaient remontés, qui montraient qu'il y avait une fatigue liée à des réorganisations successives. Et puis, un point qui avait beaucoup choqué en interne, c'est quelques mois après l'adoption du statut d'entreprise à mission, donc en 2020, avait été mis en place un plan de licenciement de 2000 personnes, alors que le bénéfice de l'entreprise était stable et que les dividendes versés aux actionnaires avaient augmenté de 8%. Donc là, une contradiction assez flagrante avec les engagements pris. Et puis, par ailleurs, certains avaient pointé une érosion de la culture de l'innovation au détriment d'une logique plutôt de la performance, du reporting, etc. Et enfin, dernier point, ce qui était critiqué, c'était le cumul donc, des fonctions de directeur général et de président, parce que justement, observant ce management autoritaire, certains avaient milité pour qu'il y ait une séparation, donc y compris d'ailleurs Franck Riboud avait lui-même suggéré à Emmanuel Faber d'abandonner le poste de président,
ce que n'avait pas fait Emmanuel Faber. Donc, il n'avait pas suivi les conseils de son prédécesseur. Voilà, donc ce qui ressortait, ce qu'indiquent les cadres dirigeants, c'est qu'en fait, c'était un dirigeant qui semblait plus préoccupé par son image externe, qui passait d'ailleurs beaucoup de temps à rencontrer des politiques, des ONG, des associations, etc., que par la gestion interne de son entreprise. Bon, donc d'une certaine manière, l'hypothèse qui est mise en avant, hein, c'est que certes, il y a eu de façon peut-être anecdotique deux fonds activistes ont milité pour son départ, mais ce qui a fait pencher la balance et le choix des administrateurs, c'est les critiques internes et probablement un exercice du pouvoir défaillant, enfin c'est l'hypothèse en tout cas qu'on peut avancer. Et donc, d'une certaine manière, les fonds activistes, c'était des boucs émissaires commodes, hein, pour expliquer, on leur met la responsabilité sur le dos, mais n'est-ce pas plutôt finalement l'exercice du pouvoir et donc la gestion opérationnelle de Faber qui ont entraîné sa mise à l'écart? Donc, voilà, donc ça c'est l'hypothèse que je propose, qui s'appuie sur un certain nombre d'éléments et de témoignages. Et puis, ce qu'on peut observer, et ça renvoie à l'extrait que je vous donnais tout à l'heure d'un cadre, hein, c'est la mission de Danone n'a pas disparu avec sa mise à l'écart. Hein, c'est-à-dire qu'elle a été confirmée par les successeurs de Faber, et donc la mission sociale et environnementale survit à son dirigeant, et en fait, il continue à engager un certain nombre d'actions. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés tout d'un coup d'un modèle de stratégie de long terme à une stratégie de court terme centrée sur la performance financière uniquement. Donc, on voit bien qu'il y a un écart aussi entre l'interprétation à chaud qui en a été faite et puis ce qu'on observe aujourd'hui. Voilà, donc, et maintenant, alors là, je vais rester extrêmement prudent parce que j'ai simplement essayé de remettre en contexte ce qui s'était passé et peut-être aussi remettre en perspective donc l'image dont bénéficie Emmanuel Faber. Donc, il a annoncé à son arrivée donc à la tête de l'ISSB que son objectif était de fournir des chiffres aux analystes financiers, mais aussi aux ONG, ce qui devrait réduire radicalement le bruit du greenwashing. Alors ça, c'est un extrait d'une interview à l'Usine Nouvelle début 2022. Bon, compte tenu des éléments que je vous ai donnés, il me semble qu'il convient de rester vigilant sur l'évolution de ce projet. Voilà, je vous remercie de votre attention.